question pour vous, Monsieur Plançon. Donc, en tant que représentant des associations de patients, des usagers, donc, quel est votre point de vue? Comment percevez-vous l'impact des débats publics sur la confiance? Qu'est-ce qui construit la confiance? Quelles seraient éventuellement des stratégies pour mobiliser les connaissances des patients, des usagers dans la construction et dans le débat public? Voilà, c'est une grande question. Merci pour cette question à laquelle je ne vais pas répondre évidemment, mais je suis ravi d'être ici. Merci pour cette invitation, Joël. Je connais cette salle, mais d'un autre point de vue, donc je suis ravi d'apporter une voix un peu différente. Euh, Voix de l'usager, enfin, cette invitation témoigne du changement de paradigme auquel nous assistons depuis quelques années. En termes de démocratie sanitaire, je pense qu'il y a 20 ans, 25 ans, les agences, si elles existaient, travaillaient en circuit moins ouvert, en tout cas presque clos. Et depuis maintenant quelques années, l'intégration des usagers dans les différentes instances, commissions, comités, vous en avez parlé du côté de l'ANSES, mais c'est également vrai du côté de la NSM, puisque vous retrouvez au sein de l'Agence du médicament des usagers à tous les niveaux, dans toutes les commissions, et c'est plutôt une bonne chose. Euh, Et c'est une des conditions, me semble-t-il, puisque le sujet d'aujourd'hui est celui de la confiance, c'est celui également de créer les conditions de la confiance. Vous l'avez dit, la transparence est une des conditions de la confiance, mais peut-être que ce mot de la transparence n'est pas suffisant en soi, puisque être transparent, est-ce que c'est être audible? Et je pense que ce qu'il y a vous évoquiez tout à l'heure, Catherine, l'émetteur, le récepteur, mais finalement, entre ce qui pourrait paraître utile, intéressant, transparent pour un scientifique qui met à la maîtrise du sujet et pour un usager, un citoyen ou que sais-je, qui ne l'a pas, vous avez un vecteur qui est celui de la communication, qui est celui de l'outil de la communication, qui est celui du contenu lui-même. Et là, il y a un véritable travail collectif, en sachant évidemment, en disant cela, et nous en parlions tout à l'heure, l'agence a créé il y a quelques années un comité d'information sur les produits de santé. Il y a des enjeux très forts en termes d'information, en termes de capacité à se faire entendre par celui ou celle que nous voulons atteindre en termes de communication. Et la confiance, à mon sens, ne peut passer que par cette capacité qu'on aura à avoir un outil audible, encore une fois. On l'a vu, enfin, on a des milliers d'exemples aujourd'hui. Vous avez évoqué le Covid tout à l'heure. On a vu pléthore de scientifiques arriver sur les plateaux télé qui sont 24 heures sur 24 sur nos écrans. Pourquoi faire? Pour raconter quoi? Avec quel crédit accorder? Quel professeur ceci, professeur cela? Enfin, en vrai, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, nous usagers? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Euh, Là, on a un travail collectif, effectivement, c'est sur la capacité, encore une fois, que notre système va avoir à convaincre le récepteur, même si je n'aime pas vraiment ce mot-là, de la véracité des mots. Je représente des malades, je suis moi-même atteint d'une maladie rare depuis 25 ans, et dans la vraie vie, je suis professeur, j'enseigne l'information, la documentation, la maîtrise de l'information. C'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur aujourd'hui que de comprendre que l'information qui est délivrée a une valeur et un contenu. Et c'est peut-être ce vers quoi nous devrons, et c'est ce que fait l'agence, notamment, si je prends l'exemple de la NSM, hein, c'est sommes-nous sûrs aujourd'hui que les messages qui sont délivrés sont audibles. Et puis des conditions de la confiance, donc je l'ai dit, là, c'est associer à tous les niveaux, en tout cas le plus possible, les usagers de notre système de santé, qui sont des citoyens, mais comme nous sommes tous ici autour de la table et derrière l'écran, bien entendu, avec une particularité peut-être pour les associations de patients, évidemment, qui sont quand même, qui ne sont pas des parties prenantes comme les autres. C'est-à-dire que nous sommes à la fois à l'interface du citoyen. Tous les jours, je reçois dans mon association, dans les associations, des demandes de la part d'hommes, de femmes, de pères, de mères, d'enfants, parfois à travers leurs parents, des demandes.
nous sommes aussi à l'interface du politique, puisque enfin, nous portons nous allons rencontrer très régulièrement des décideurs politiques pour essayer de faire avancer ce qui nous semble le plus pertinent pour les malades eux-mêmes. Et puis, bien entendu, avec les scientifiques, vous évoquez les sociétés savantes tout à l'heure. Alors, peut-être sont-elles en perte de vitesse ou j'avoue que je n'ai pas connu cette époque dont vous parliez tout à l'heure. En réalité, pour les associations, aujourd'hui, ces sociétés savantes, alors je parle du point de vue d'un monde que je connais le mieux, qui est celui des maladies rares, ces sociétés savantes sont essentielles. Elles sont essentielles parce qu'elles elles sont un réservoir d'expertise unique, sans lequel aujourd'hui, aucun scientifique, pardon, autour de cette table, qui n'a pas la connaissance aiguë de ces maladies-là, serait capable se positionner. Et donc, on en a besoin, et on l'a vu aussi pendant la crise du Covid. Euh, on a eu besoin des sociétés savantes. On a eu besoin des sociétés savantes parce que si on avait un cadrage général, eh bien, quand des patients nous interpellaient, par exemple, au sein de la FNP, en nous disant, voilà, j'ai une neuropathie inflammatoire, dysimmune, je prends des immunosuppresseurs, est-ce que je dois me faire vacciner? Je ne sais rien, je suis président d'une association, c'est tout ce que je suis. Par contre, quelles sont les recommandations aujourd'hui de nos sociétés savantes? Et elles-mêmes, ces sociétés étaient en difficulté, bien entendu. Ça a obligé la communauté à travailler ensemble, parfois, parce que ça n'était pas toujours évident, ça n'est toujours pas parfois, et à se positionner sur des sujets pour lesquels, en réalité, il n'y avait pas de réponse évidente. Et c'est peut-être cela aussi, moi, qui me semble intéressant, mais vous l'avez dit d'emblée, c'est qu'il n'y a pas de science sans culture du doute. Et une science qui arrive pleine de certitude ne peut que faire douter ceux et celles à laquelle elle veut s'imposer en réalité. Donc c'est toujours un jeu d'équilibre assez subtil, me semble-t-il, entre la démonstration d'une vérité du moment, l'intérêt de la personne qui reçoit cette vérité du moment, et puis la capacité que nous avons à réinterroger ce réel à ce moment-là. Euh, non pas pour se dire, OK, cette vérité est établie, terminée, nous sommes les scientifiques, écoutez-nous, c'est la vérité. Non, là, je crois que l'intelligence collective, c'est de se dire, c'est la vérité du moment, avec les outils du moment, avec cette réflexion du moment, elle est susceptible d'évoluer. Maintenant, dans des conditions, et c'est intéressant à observer, dans des conditions bien sûr aiguës comme celle du Covid, quand on prend une décision assez ferme, eh bien, celle d'un confinement par exemple, celle d'une vaccination massive, et on prend une direction pour le plus grand nombre, en espérant, en pensant que c'est la bonne décision. Voilà d'une manière assez large, hein, évidemment. Peut-être un tout petit mot sur, vous évoquiez l'importance des liens d'intérêt, ils sont évidents, réels. Et je reprends cette idée des maladies rares. Il est aujourd'hui extrêmement compliqué, quand on veut avoir accès à une expertise elle-même rare, d'être déconnecté de ce lien d'intérêt. Vous imaginez bien que quand on a une maladie avec 10 malades, 20 malades, un malade, deux malades, nécessairement le clinicien avec lequel vous allez devoir interagir, c'est quelqu'un qui a travaillé avec l'industrie ou qui a eu des interactions, il a été investigateur, il a été... Et là encore, on a besoin de cette intelligence collective qui existe déjà, mais surtout d'une adaptabilité, d'une réactivité très forte. Et j'ai en tête un ou deux dossiers pour lesquels on a perdu un temps considérable en espérant trouver la perle rare qui n'existait pas, bien entendu, sur des maladies ultra rares. Comment faire autrement? Et pour lequel, encore une fois, collectivement, on doit se dire c'est du bon sens, en vrai. C'est du bon sens. Du bon sens. Enfin, voilà. Pour l'introduction, aller plus loin, bien sûr. Merci beaucoup pour cet éclairage et ce dernier point de lien d'intérêt que vous soulevez de façon très juste par rapport aussi à la rareté aussi des experts et donc aussi parfois leur implication dans des essais cliniques inévitables et importantes pour la recherche aussi. Et peut-être me fait penser aussi à cette subtilité qu'il y a à faire peut-être entre conflit total d'intérêts et peut-être lien d'intérêt, mais aussi
peut-être aussi cette capacité de juger en connaissance de cause. Et là, ça Vous me avez fait penser raison. à ce que Monsieur Maisonneuve aussi apporte dans toute la réflexion sur l'analyse scientifique, la lecture critique des papiers, par exemple, scientifiques, etc. Finalement, lorsque vous avez un avis d'une personne en connaissance de cause, sachant qu'elle a participé à une étude, par exemple, voilà, un quelconque lien, l'important, c'est de le savoir. Absolument. Et après, il appartient aux personnes d'avoir suffisamment j'ai envie de dire, d'esprit critique et éthique pour faire la part des Ouais, vous choses. avez parfaitement raison. Ne pas confondre lien et conflit d'intérêts. C'est Voilà. important de le rappeler parce qu'il y a souvent une confusion inutile. Et je vous rejoins, monsieur, sur l'idée qu'aujourd'hui, les publications scientifiques sont devenues enfin, quelque chose d'inacceptable. C'est confiscatoire. C'est confiscatoire d'être obligé de payer pour avoir accès à une publication qui a déjà été financée par une partie du secteur académique. Enfin, voilà, il y aurait beaucoup à dire là encore sur le sujet. Et je ne suis pas sûr que alors la France est en perte de vitesse. Pour être président d'une association européenne, j'ai la chance d'interagir avec d'autres associations d'autres pays. On fait souvent du French bashing, on a parfois raison, parfois pas. Ce qui est certain, c'est que le secteur académique aujourd'hui a besoin d'être financé bien plus largement, que la recherche aujourd'hui, telle qu'elle est, telle qu'elle est présentée, de notre point de vue, du mien en particulier, n'est pas véritablement de la recherche, c'est-à-dire elle est noyautée souvent par l'industrie qui a un intérêt très direct à développer un médicament qui lui sera rentable. Et on ne fait pas de recherche en faisant ça. On repositionne tout au mieux, on met en route des algorithmes qui sont prédictifs, qui laissent à penser que ça sera utile. Et ça l'est dans un certain nombre de cas, mais est-ce qu'on s'attaque à la racine du mal? Est-ce qu'on comprend mieux la physiopathologie d'une maladie? Est-ce qu'on est capable de la traiter? Il y a longtemps, avec l'investissement qui a été mis dans le diabète, qu'on aurait pu mieux comprendre le diabète, par exemple, qui était un enjeu de santé publique. On ne l'a pas fait. Par contre, en termes de dispositifs médicaux, on est champion du monde, parce qu'on a des super dispositifs. Moi, j'ai une petite nièce qui est diabétique. Elle a des petits capteurs partout. C'est génial. Mais en vrai, on aurait peut-être pu faire autrement, mettant l'argent autrement. Mais c'est comme ça que le monde fonctionne. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions euh, Si je peux me déjà permettre, il y avait Benoît Vallée qui avait levé la main. Merci beaucoup. Non, juste, c'est ce point relatif à la transparence toujours, qui est que on s'interrogerait sur le fait qu'on doit l'être ou ne pas l'être. En fait, il faut être transparent, c'est inéluctable, parce que la transparence elle-même est inéluctable dans le monde dans lequel nous vivons. La médiatisation, la présence permanente à nos côtés de sollicitations sur des éléments d'information fait que tout retard pris à cette transparence engage assez gravement une situation de confiance. Et plus le délai s'allonge et plus la défiance augmente. Donc, il est parfois très difficile d'être immédiatement transparent parce que la transparence et l'exposition à des informations, notamment potentiellement critiques, amènent à savoir comment la gestion de cette information délivrée va devoir être faite. Et donc ça suppose un temps pris pour permettre de ne pas simplement délivrer une information inquiétante sur le plan sanitaire et de l'accompagner des éléments au moins initiaux de gestion, mais la balance bénéfice-risque est là très très fragile. Et donc, plus on met du temps à se soucier de la gestion, et plus la défiance augmente, et plus le sentiment qui va être donné, celui d'avoir caché quelque chose, et donc de se retrouver dans une incapacité ensuite à faire la gestion proposée. Voilà. Si je peux encore me permettre, mais c'est mon droit de président. Nous avons également Madame Gracière de l'ANSES qui nous a rejoint, qui est avec son directeur général. Si vous pouvez intervenir quand vous voulez, hein, il n'était pas prévu que vous fassiez de communication. Et la deuxième chose que je voulais dire, mes chers collègues rapportrices, c'est que j'aimerais que tous les membres du Conseil puissent poser aussi des questions, et en particulier nos deux collègues qui ont préparé ce groupe de travail jusqu'à présent. Merci. Peut-être, Joël, juste dire que Charlotte est la directrice générale déléguée des produits réglementés, et donc c'est ensemble que nous avons fait cette préparation de présentation, et que sur tous ces sujets de confiance sur les phytopharmaceutiques, il n'y a pas mieux qu'elle pour nous indiquer ce qu'il faut en penser aujourd'hui.
Oui, alors vous me coupez l'herbe sous le pied parce que j'ai pas prévu de topo, mais c'est effectivement notre quotidien. Je pense que la rassurance, elle vient de notre crédibilité, ça c'est essentiel. Et Benoît l'a très bien présenté, c'est l'expertise scientifique pluraliste. La publication systématique qui de toute façon est prévue dans le Code de la santé publique, source comprise évidemment, hein, sinon le rapport ne serait rien. Ça c'est fondamental, hein, c'est vraiment une crédibilité qui doit être assise sur la partie scientifique, sur la partie déontologique. Alors nous avons eu beaucoup, je dirais plus de questions que de critiques sur le sujet déontologique qui se sont éteintes parce que quand les procédures sont bonnes et que la transparence est là, ça s'éteint de soi-même. C'est-à-dire que les DPI parlent pour elles, la capacité de tenir des réunions où les liens, vous l'avez très bien dit, sont analysés et ne valent pas forcément conflit, mais tout ça est tracé. C'est très important, y compris d'ailleurs la capacité de remobiliser, c'est ce que disait Benoît, du caractère, de toute façon, qu'on le veuille ou non, transparent, la capacité de remobiliser des éléments pour le public, parce que CADA oblige, et même sans la CADA, nous sommes, vous comme nous, sollicités sans arrêt. Alors, qui pour des comptes rendus, qui pour des travaux dont il faut juger s'ils sont plus ou moins finis et communicables, des enregistrements audio aussi, hein, de toutes nos réunions. Donc ça, c'est vraiment la construction de la crédibilité, je dirais, intrinsèque à la, passez-moi l'expression, mais à la production. Voilà, le cœur du réacteur. Après, il y a tout le sujet du bon dialogue. Et donc, c'est vrai que nous avons signé la charte d'ouverture avec la société, avec d'autres partenaires institutionnels d'établissements publics ou académiques, d'ailleurs, hein, de mémoire dans les signataires. Nous avons mis en œuvre, tant bien que mal, parce qu'au départ, le sujet était brûlant, des instances de dialogue, effectivement, qui ont été présentées par Benoît. Alors, notamment pour le sujet le plus brûlant, objectivement, les phytos, une plateforme de dialogue, alors qui quand même, j'allais dire, réussit la prouesse de regrouper à la fois les industriels, les associations, les instituts techniques, voire des représentants, alors parfois avec des phonés professionnels, mais qui sont des représentants de syndicats agricoles que vous connaissez actuellement et qui ont des jolies boîtes en carton à disposer devant l'ANSES. Donc tout ce beau monde se réunit régulièrement, mais pas en mode café du commerce. C'est là que ça rejoint la question de l'expertise. Sur la base d'échanges avec l'agence autour de son expertise. Ou de, alors il y a un petit dérivatif pour moi, ou de sa production de décision, parce qu'effectivement, elle est corrélée. Mais l'enjeu, c'est vraiment l'acculturation, les partenaires habituels au débat public sur un sujet sont nourris de nos travaux plutôt que d'élucubrer ou d'aller raconter des choses plus ou moins diverses et variées dans la sphère publique. Donc ça, c'est très important. Et le dernier volet, mais ça a été évoqué par un certain nombre d'entre vous, c'est quand même la capacité à rendre compte. Alors, on a l'habitude hein, dans notre sphère institutionnelle de rendre compte voilà, aux parties prenantes que j'ai citées, mais aussi rendre compte à nos concitoyens de manière plus générale. C'est une réflexion très forte qu'on a eue à l'ANSES, même avant que Benoît n'arrive. Et ça n'est pas si simple que de savoir si notre communication externe visait le grand public ou des parties prenantes choisies qui avaient à connaître du dossier, etc. Et on sent que de fait, de toute façon, nous sommes obligés d'aller vers un glissement, mais qui est plutôt positif, hein, de mon point de vue, c'est pas péjoratif, un glissement vers une communication aussi tout public. Il faut malgré tout aller, alors ça peut paraître bizarre, hein, mais dans Top Santé, parler des compléments alimentaires pour que des gens ne se retrouvent pas avec des blocages de mitochondrie parce qu'ils ont décidé de prendre je ne sais quel anabolisant farfelu sur Internet que vous connaissez mieux que moi. Donc il y a tout ce sujet qui construit aussi de fait de la confiance parce que je rajouterais peut-être une touche plus personnelle, mais je pense que c'est réel, l'accessibilité aussi de nos experts. Et ça signifie à la fois se rendre disponible pour communiquer. Le scientifique a souvent l'impression que ça ne fait pas partie de son champ de mission, surtout les scientifiques institutionnels chez nous. Alors moi, j'ai fait mon rapport, passez-moi l'expression, je m'en lave les mains, hein, c'est du Ponce Pilate. Nous, on revendique que ça fait partie de leur rôle quand même, que s'il y a de la potence, hein, il ne s'agit pas que n'importe qui se revendique si c'est inaudible, mais ça fait quand même partie de leur rôle de décoder tout ça et de le propager dans la sphère publique. Donc c'est une disponibilité temporelle,
mais aussi pédagogique, c'est-à-dire que si c'est pour réexpliquer tout ça avec des mots savants, saventus et que personne ne comprenne rien, de toute façon, l'objectif n'est pas rempli. Alors là, on est vraiment dans la gageure parce que vous voyez que si vous multipliez tout ça avec les moyens qui sont les nôtres, ça n'est pas simple. Mais au moins à petite touche, on essaye d'avancer de la sorte. Voilà ce que je peux vous dire en témoignage un petit peu personnel sur le sujet. Merci beaucoup et merci pour la dernière partie de votre intervention parce que étant moi-même voilà, faisant partie des experts dans une agence des médicaments mais en Belgique, je me rends bien compte de la difficulté qu'on a entre notre langage scientifique et lorsqu'on doit communiquer et travailler avec nos services de communication sur la vulgarisation. Alors il y avait des questions, Monsieur Maisonneuve, et puis il y avait une question encore à ma gauche. Et puis, remarque très courte pour suivre ce que vous avez dit. Pendant la période Covid, avec un sociologue, on a regardé, les sociétés savantes ont fait des choses fantastiques pour leurs membres. Pour leurs membres. Et vous allez sur les sites, pour les membres, c'est exceptionnel. Mais n'ont pas pris l'habitude de parler au public alors qu'elles avaient l'expertise. Sauf la société, la SFPT, voilà. Si je peux juste réagir, c'est juste une réaction, effectivement, c'était le point sur les aspects pédagogiques. On évoque les experts au sein des agences, leur rapport et leur capacité à aller un peu prendre la parole. Je pense que les sociétés savantes aussi, vous les avez évoquées à plusieurs reprises, ont aussi, il faut progressivement les faire basculer. Certaines commencent à comprendre et effectivement d'aller dans la culturation, la pédagogie, la compréhension. Ce qui suppose quand même un vrai travail, puisque passer de l'expertise scientifique à la communication grand public audible, mais je pense que ce sont aussi des acteurs sur lesquels il faut s'appuyer. Elles le font aussi avec les associations, les acteurs de terrain, justement, qui sont des vecteurs, qui sont à l'interface du scientifique parfois, et nous devenons des experts malgré nous d'un champ particulier en réalité. C'est ça. Oui, et justement, je voulais dire, c'est un vrai travail, mais c'est aussi, et ça a été évoqué, une question d'appétence. Et je crois qu'il y a vraiment des gens qui sont doués pour ça. Et du coup, ça m'amène à ma question, parce que j'ai quand même été assez impressionnée par les chiffres du nombre de publications qui augmentent. Et il y a certainement des gens qui font ça pour l'évaluation des chercheurs. Et qui auraient peut-être plus d'appétence à faire de la valorisation sociétale des résultats de la recherche. Et du coup, c'était une question. J'avais la question pour vous, Hervé, mais aussi peut-être que Jérémy peut donner son point de vue par rapport à ça. C'est quelle est la conséquence, alors en termes alors je reprends le terme, en termes de rapport ordinaire à la science. Est-ce que les gens ont conscience de cette dérive totale ou est-ce que c'est pas pour l'instant pas du tout étudié, quoi? Le fait les scientifiques, je dirais, font presque plus leur boulot. Et donc, oui, très simple. Un scientifique est évalué encore, je m'excuse, sur un volume de publication, et celui qui va partir parler à la télé, c'est un mauvais scientifique parce qu'il perd son temps, il ne fait pas sa carrière. Hein. Donc, si vous voulez, il y a quand même des choses à changer dans la façon de voir. Hein. Oui. Je pense que M. Delfrécy et M. Ward, vous vouliez dire un mot là-dessus. Non, deux, trois remarques sur le nombre de publications. Alors, tu l'as très bien évoqué, c'est-à-dire avec le changement de ce que sont les éditeurs. Bon, ok. Avant ça, et depuis une vingtaine d'années, enfin, l'évaluation et l'embauche des chercheurs ou des médecins dans les CNU, etc., c'est quand même beaucoup fait aussi sur l'aspect publication. Moi, j'ai fait partie de deux commissions INSERM, on construisait finalement l'évaluation autour de ça. Bon. Et on a été trop loin, c'est très clair. Et les choses sont en train de bouger. Hein. Elles sont en train de bouger, mais doucement, très doucement. Hein. Parce que on n'a pas trouvé non plus peut-être les autres critères de remplacement. Il y en a sur les brevets, sur les positionnements sociétaux, etc., qui commencent à arriver. Mais on a nous-mêmes, je dirais, universitaires, poussés dans une certaine mesure à ça. Le deuxième élément, et c'était typique de ce qui s'est passé à Marseille, c'est que en fonction du nombre de publications et en fonction du nombre de points SIGAPS, il y avait également, en termes de financement, des enjeux considérables. Sur la faculté de médecine de Marseille, ça représentait presque 45%
des financements qui étaient apportés par les points SIGAPS de l'IHU. Et c'est pour ça qu'ils se sont trouvés en position extrêmement compliquée, hein, et qu'il a été soutenu pendant très longtemps par je dirais, les présidents d'université, les doyens de médecine, etc., qui ont été obligés au bout d'un moment de céder, mais parce que ça représentait du financement. Et il y a là quelque chose d'un peu gênant. Et juste un deuxième point, je te laisse la parole, Jérémy. Sur la dernière partie de ce que vous avez dit, c'est-à-dire, moi je considère qu'il y a eu un énorme progrès, vous l'avez souligné, au niveau des agences, au niveau des réflexions des agences de recherche, c'est la même chose, sur le dialogue avec les citoyens, le milieu associatif, etc. On peut toujours mieux faire, il faut qu'on fasse mieux, mais il y a eu, bon. Là où je trouve qu'on est dans une certaine mesure à l'arrêt, c'est parce qu'on gueule toujours, moi le premier, contre une certaine position politique. Néanmoins, il faut qu'on fasse le ménage aussi chez nous. Et d'un point de vue d'un certain nombre de grands médecins, d'un certain nombre dits de grands médecins ou d'un certain nombre de scientifiques, il y a quand même, vis-à-vis du dialogue qui est absolument nécessaire, Benoît l'a rappelé, entre la science et le politique, parce qu'il faut qu'on puisse continuer à les éclairer, et il y a un retrait. Hein, vous l'avez très bien dit en disant « j'ai fait mon rapport ». Et je m'arrête là. Je ne veux pas aller dans l'information, je ne veux pas être dans le dialogue avec le politique. Alors, c'est le boulot, et c'est très bien, des directeurs d'agences, hein, des agences sanitaires dans le domaine de la santé le font, et font ce pont avec les autorités politiques. Il n'est pas suffisant à mes yeux. C'est-à-dire que les scientifiques eux-mêmes qui produisent doivent aussi pouvoir, pour un certain nombre d'entre eux, apprendre à dialoguer avec le politique. Parce qu'on peut faire X notes, le politique on a jusque-là, il en a. Bon, mais dans la vision, le dialogue qu'il peut y avoir pour dire, voilà, il y a tel truc vachement important, je le pense, après il y a une décision politique qui est prise ou pas. Et ça, notre monde scientifique français, notre culture française, nous apprend pas à faire ça. Hein. Et il faut qu'on bouge là-dessus, de la même façon qu'on n'apprenait pas non plus à travailler avec les citoyens et avec le milieu associatif. On l'a appris, et il faut qu'on bouge sur comment travailler avec le politique. Monsieur Ward. Oui. Je crois que la question qui m'était un petit peu adressée, c'était sur la conscience de la crise de la publication. Alors, c'est vrai qu'on a vu ce sujet émerger de plus en plus dans les médias d'information générale, mais c'est quand même relativement très confiné aux pages sciences d'un nombre très limité de médias qui visent principalement un public plus âgé, plus éduqué, etc. Donc je pense qu'il y a relativement peu de conscience de ça. Notamment, en fait, ça renvoie plus généralement à une connaissance, en fait, finalement, relativement peu développée de l'arrière-cuisine qui donne le prestige de la personne qu'on présente. C'est-à-dire que d'ailleurs, en fait, quand on regarde les scientifiques qui sont présentés, généralement, ils sont présentés avant tout comme vous êtes professeur de machin dans inséré université / grande école, etc. Et en fait, c'est plus finalement, on est plus en gros sur des modes de légitimation et de prestige du 19e siècle associés avec l'enseignement. Donc en fait, c'est en gros des sortes de profs qui sont mieux que des profs, qui sont mieux que les profs qui sont eux-mêmes sont mieux que des profs. Et donc finalement, en fait, le fait que la personne est un sachant parce que il y a eu une validation par les pairs, etc., c'est relativement peu maîtrisé au-delà de bon bah oui, je sais que ça fonctionne un petit peu comme ça. Ouais, d'ailleurs, quand on regarde les personnes qui sont présentées dans les médias vont pas être présentés comme ils vont être présentés comme professeur machin plutôt que a publié 6 fois dans Science, dans Nature, etc. Le prix ceci cela. D'ailleurs, on voit notamment au fait que la différence entre être professeur CNRS, INSERM, CNRS, souvent les personnes sont présentées comme vous êtes directeur de recherche au CNRS et chercheur associé dans tel endroit. Pour associer ça. Donc cette arrière-cuisine, on la connaît assez peu, mais je suis pas si sûr que ce soit très important de le faire. À un moment, en fait, on a un peu l'idéal du fait que plus en gros on a une présentation détaillé de comment fonctionne le mode scientifique, plus le public va pouvoir naviguer dedans. Sauf qu'à un moment, en fait, lorsque vous êtes invité sur un plateau télé, vous avez probablement tous dû faire ça, il y a une présentation en 12 secondes de qui vous êtes. Donc, on va pas commencer à dire oui, vous êtes connu parce que vous avez fait ceci, vous avez participé à tel machin. Il faut accepter en fait l'imperfection de ça et c'est pas, je pense pas que ça passe par là qu'on construit la confiance. Moi, je voudrais évoquer un autre point, peut-être en rebondissant sur ce que vous avez dit avant, sur justement, en fait, on est dans ces modèles classiques de la personne en face de nous, on va la croire parce qu'elle représente le degré le plus avancé de confiance, de connaissance,
et parce que comme c'est un scientifique, c'est une personne désintéressée qui produit la connaissance pour la connaissance. Et donc, ce qui fait que tout ce qui nous éloigne un petit peu ça, c'est le genre de choses dans lequel, en fait, va se poser la question est-ce que je dois faire confiance. Et donc là, de ce point de vue-là, les DPI, ça a été un tournant vraiment très important. Ça permet de répondre à ça, même si il y a à la fois des débats qui ont continué à émerger autour de ça, parce qu'elles sont évidemment imparfaites, parce que conflit d'intérêt versus lien d'intérêt, c'est pas la même chose, etc. Mais en même temps, comme vous l'avez dit, pour moi, l'enjeu principal dans cette histoire, en tout cas à ce stade-là, c'est, ce que vous l'avez dit, vous avez des politiques qui disent on va reprendre en main les décisions de telle agence. Voilà, vous pouvez faire autant de DPI que vous voulez. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on reconnaît et à partir du moment où il y a une influence du politique sur les agences, les DPI, elles existent très peu pour le monde politique. De toute façon, même si elles existaient, en tout cas, au degré dans lequel on est de défiance vis-à-vis du politique et qui est en partie largement justifié, étant donné tout un ensemble de scandales qui émergent, le problème que vous avez, c'est celui de, en gros, la baffe du crapaud politique, et elle va toucher la blanche colombe des agences si elles sont si blanches que cela. Et ça, c'est un enjeu dont on peut difficilement sortir par on va complètement se séparer d'un côté ou de l'autre, parce qu'en fait, même si les agences qui ont un statut indépendante, à un moment, en fait, le financement, il vient directement du ministère. Et on sait qu'il y a tout un ensemble de mécanismes par lesquels ça joue. Donc, il y a un gros problème aussi, en quelque sorte, à la fois, cette autonomie des agences et du scientifique, elle ne marche qu'à partir du moment où les politiques eux-mêmes la reconnaissent et la font advenir. Tout à fait. Et alors là, pour le coup, ce qui amène à la question, on parle beaucoup d'éducation du public, mais à la question de l'éducation des politiques, on a déjà évoqué. Et là, je fais le point avec ce que vous avez évoqué avant, il n'y a pas eu de rétexte politique du Covid. Il n'y a pas eu de rétexte scientifique du volet scientifique. Il y a une initiative qui est extrêmement intéressante au Danemark, c'est qu'ils ont engagé un processus de bilan de la démocratie au Danemark, qui a été confié à un politiste danois très connu, qui en plus était très investi dans le Covid. Et une des conclusions qu'ils ont tirées du Covid, c'est que il y a un problème avec la démocratie au Danemark. Il y a plein d'enjeux qui y ressortent. Et donc, ce problème, il intersecte à la fois les questions politiques et les questions scientifiques. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez donc le Premier ministre qui a alloué un budget donné à un chercheur avec non-contrôle du gouvernement, etc., pour faire un bilan là-dessus. Et en fait, dans les questions qui se posent autour des rapports ordinaires à la science, mais aussi autour des débats autour de l'expertise, il y a la question de comment aujourd'hui on essaye d'agir sur le fait que les relations sciences politiques en France, elles sont aussi rendues problématiques par la nature problématique de la démocratie telle qu'elle se pratique aujourd'hui en France. Et en fait, on peut discuter entre nous de personnes, personnes qui nous revendiquons du champ scientifique, etc. Il y a un moment, ça se joue dans le champ politique aussi, et c'est ce qui fait qu'à un moment, je ne sais plus qui disait, mais en gros, il faut que les scientifiques fassent la science et les politiques fassent la politique. Et en fait, le problème, c'est que là, on a les scientifiques qui font de la science, on a les politiques qui font de la politique, sauf que lorsque les politiques qui font de la politique, en fait, ça affecte la manière dont les scientifiques peuvent faire la science et la manière dont on régule les produits de santé. La France a bougé. Benoît évoquait ce qui avait été fait au moment de la décision, de la prise de décision sur la vaccination obligatoire, où il y avait eu un long débat. Tu as rappelé que ça avait duré 2 ans, qu'il y avait une consultation, etc. C'est un exemple. On a un autre exemple pas très réussi, qui avait été la Convention citoyenne sur le climat, mais qui avait été une première ébauche. On a de façon récente toute la réflexion qui s'est faite autour de la fin de vie, ou à partir d'un avis un peu qu'on pourrait considérer comme une forme d'expertise, qui avait été celle du CCNE. On a ensuite une convention citoyenne, des débats en région, la production d'une loi qui s'appuie là-dessus. Et quand je regarde ce qui se fait sur les pays étrangers, à la fois en Europe, mais pas que, par exemple au Japon, qui a aussi une population vieillissante et qui se pose des questions, la France n'est pas spécialement en retard. Hein. Elle est peut-être pas en avance, mais elle n'est pas spécialement en retard. Ce qu'elle a par contre, c'est ce que tu as évoqué, c'est-à-dire le fait qu'il manque un grand retour politique sur ce type de sujet. Parce que les politiques eux-mêmes s'interrogent en disant mais attendez, la démocratie participative, après tout, on est élus, vous nous avez élus, c'est à nous et de leur expliquer comment, à côté de la démocratie élective, une démocratie participative sur de grands sujets,
Il faut pas le mettre à tout bout de champ tous les matins, et en particulier dans le domaine de la santé, en particulier sur des questions très difficiles. Je sais pas, par exemple, la migration ou des choses de ce type-là. Eh bien, la construction faite avec les citoyens et dans un dialogue avec les experts. Enfin, moi, je ne vois pas d'autre solution pour que notre démocratie survive dans ce modèle français si on ne passe pas par une démocratie participative. Hein. Et il faut qu'on le pousse, qu'on l'affine, qu'on la construise, qu'on la légalise. Bon, je suis un peu partie prenante là-dedans, hein, vous l'avez senti, parce que j'ai donné beaucoup de mon temps après Covid sur la loi sur la fin de vie, mais je pense qu'on était arrivé à un point d'équilibre, de construction entre la vision, je dirais, des communautés diverses et variées pour arriver à une loi voilà, qui était une ligne de crête, qui pourrait servir de modèle si jamais on a une loi là-dessus, compte tenu de ce qui est en train de se passer au niveau politique. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Vallée. Oui, merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, l'ambiance, si on peut utiliser cette expression démocratique, est essentielle aussi pour que cette science puisse s'exprimer et que l'expertise qui est associée, je reviendrai dessus, puisse là aussi prendre sa place. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment un responsable de l'hésitation vaccinale se trouve aujourd'hui ministre de la Santé aux États-Unis. C'est une question qui nous est posée collectivement et qui, au regard de ce qu'on se dit, indique qu'un certain nombre de choix politiques vont avoir des retentissements sur la santé publique. On ne peut pas l'écarter, évidemment, et j'ai rappelé tout à l'heure la situation très particulière de l'Afrique du Sud vis-à-vis du VIH. Donc, il faut considérer que le débat démocratique est aussi un débat qui concerne les scientifiques. Ça, c'est indiscutable. Quand j'évoquais l'idée qu'il ne fallait pas que les politiques fassent de la science et que les scientifiques fassent de la politique, je voulais dire par là que chacun dans son domaine de compétence doit être particulièrement compétent et particulièrement précis, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se parle pas. Et donc, c'est toute l'importance du dialogue et aussi d'un certain nombre d'éléments de compréhension des sphères dans lesquelles on n'évolue pas. Jean-François a rappelé l'intelligence des énarques et leur capacité à organiser un système. Mais à un moment donné, quand on organise, par exemple, un système de santé, si on n'y a soi-même pas vraiment trempé, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut quand même écouter ceux qui vous donnent la parole relative à cela. Et c'est vrai que d'imaginer qu'un directeur de cabinet d'un ministère de la Recherche soit lui-même un scientifique, ce n'est pas complètement choquant. Mais effectivement, il est important que les scientifiques soient aussi éduqués aux politiques publiques plutôt qu'à la politique, et que de fait, ils sachent aussi organiser les systèmes. Donc là, dans cette organisation et cette zone d'échange, eh bien, il y a aussi un certain nombre d'éléments de compréhension et d'acquisition en matière de formation qui sont tout à fait indispensables, et ceci permet de protéger à la fois la qualité de la science, mais aussi l'importance de la démocratie dans ce contexte-là. C'est vrai que sur la Covid, on n'a pas assisté, non pas à pas de rétex, on n'a pas assisté à des modifications du système de santé qui auraient pris en compte toutes les avancées gigantesques qui ont été développées pendant la crise Covid. Et ce qui fait qu'en fait, ça a été surtout en matière de retex, des commissions d'enquête, une défiance à l'endroit de ceux qui ont pris des décisions, qui a d'ailleurs entraîné les politiques avec eux, et du coup, aucune véritable restitution de ce qui avait été fait de façon remarquable pendant la crise Covid. Évidemment, je ne vais pas détailler ici tout ce qui a été fait de façon remarquable, mais ce rétexte-là est attendu. Et il est attendu à un moment donné où le système de santé doit connaître une modification prodigieuse de son organisation. Aujourd'hui, nous avons un système de santé qui est inadéquat en matière d'offre de soins par rapport à la demande en santé. Cette inadéquation est croissante et elle coûte très cher, à la fois en vie humaine, mais aussi évidemment en moyens. Pour ce qui est d'un point très important qui est celui de l'expertise, parce qu'en fait, nos agences sont des agences d'expertise. Ça a été dit et redit. En réalité, nos experts sont des scientifiques qui portent à connaissance des décideurs politiques publics des connaissances scientifiques, avec les incertitudes qui les entourent. Ce chemin de l'expertise n'est pas assez défendu dans ce pays. On a rappelé les parcours demandés par les CNU, publications, essais cliniques, brevets. L'expertise égale pas grand-chose. La formation a pris un peu de place, l'expertise égale pas grand-chose. Il faut absolument permettre que l'on consolide la position d'expert dans ce pays, avec son niveau d'indépendance qu'on a rappelé, mais aussi avec sa capacité à se développer dans ce domaine. C'est très fragile, et souvent on a affaire à des personnes
qui ont fait déjà un très grand parcours scientifique, plutôt un peu vieillissante, ce qui leur permet d'avoir un peu de recul sur un certain nombre d'éléments de progrès dans le domaine scientifique, mais parfois qui s'éloignent sensiblement de ce qu'est devenu l'importance de la science, la nouveauté de la science et les aspects d'innovation. Donc, pour celles et ceux qui écoutent et qui pourraient avoir une démarche, et je l'ai faite à plusieurs reprises, auprès du ministère de l'Enseignement supérieur Recherche, auprès de ceux qui permettent dans les CNU de considérer un certain nombre de points à l'endroit de l'expertise, s'il vous plaît, protégez ça dans ce parcours académique, c'est tout à fait indispensable pour l'avenir de notre pays. Pour le volume de sciences et de publications, on ne peut pas méconnaître que des pays nous ont rejoints dans l'action scientifique. Ça a contribué à cette augmentation du volume de publications. La Chine, l'Inde, l'Amérique du Sud et des tas d'autres, ils font de la bonne science, font de la bonne recherche et évidemment, ils contribuent à ce volume de publications, c'est indéniable. Et il serait intéressant de faire la part de ce qui revient à de la pseudo-publication et de ce qui revient à des réelles publications. J'amène un point d'alerte, parce qu'on n'en a pas parlé du tout, qui est à la fois une solution, mais qui est aussi un problème. C'est l'intelligence artificielle générative, qui publie des papiers, parfois avec des faux auteurs. Il faut les débusquer. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle peut elle-même aider à débusquer ce que l'intelligence artificielle peut produire. Donc, on est dans un monde qui devient d'une très grande complexité, d'une sournoiserie gigantesque par rapport à la confiance qu'on fera vis-à-vis de la production scientifique. Donc, la place de l'IA aujourd'hui est évidemment un point crucial de nos organisations d'expertise. L'Agence de sécurité sanitaire commence à y travailler. Elle contribue déjà au champ de l'influence de l'intelligence artificielle par un certain nombre de ses acteurs et de ses scientifiques, mais c'est un sujet qui prend maintenant la place de l'ensemble de l'agence et qui nous permettra effectivement, j'espère, à la fois de progresser, notamment pour aider les experts dans la sélection de publications, mais aussi de contester un certain nombre de résultats qui peuvent arriver. Je termine par un point très important et qui, à mon avis, est le reflet de la démocratie, c'est le débat contradictoire, à la fois en matière d'écriture, mais aussi en tour de table. Ce qui rend service, c'est que des gens qui ne pensent pas la même chose se retrouvent ensemble autour d'une table, qui puissent s'affronter, parfois même violemment, pourquoi pas, autour de leurs idées, et que ça puisse permettre à un moment d'arriver à un poids moyen, qui est celui de la rencontre entre, par exemple, l'environnement, la santé, l'agriculture. Je donne cet exemple à tout hasard. Pourquoi c'est tellement important? Parce qu'en réalité, cette confrontation des personnes amène à choisir ensemble ce qui est le bien commun. Et pour une chance tout à fait gigantesque pour nous, c'est que le poids moyen pour ces organisations-là est très souvent la santé. Parce que vous aurez beaucoup de mal à trouver des gens qui vous disent « moi, la santé, je m'en fiche ». Et donc, quand il y a des impérieux économiques, des impérieux de production, des impérieux de toute autre nature, et qu'éventuellement la santé puisse être concernée, souvent ça permet d'arriver à un poids moyen. Et il y a des gens qui se rendent compte qu'ils seront plus forts ensemble plutôt que les uns contre les autres. C'est un peu naïf de le dire comme ça, mais très certainement, c'est un moyen de politique publique qui est quand même très intéressant. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que j'ai toujours indiqué qu'il ne fallait pas donner la santé dans le périmètre de responsabilité politique des préfets de région. S'il vous plaît, ne faites jamais ça. Une des belles productions de notre système de santé a été les agences régionales de santé. Protégez-les, s'il vous plaît. Car les préfets défendent beaucoup de choses très intéressantes, notamment le tissu économique et social, et il est parfois un peu compliqué de regarder quel est l'intérêt de l'économique versus l'intérêt sanitaire. D'ailleurs, je redis ici que des crises sanitaires très graves sont apparues parce que les intérêts économiques ont primé sur l'intérêt sanitaire. Tout le monde parle du chlordécone, 20 ans de dérogation du ministère de l'Agriculture par rapport à ce pesticide effrayant, et aujourd'hui, on est prêt à recommencer. Merci beaucoup. Oui, d'accord. Il y avait une question de M. François Bessinger, puis vous pourriez peut-être réagir après. Et si tu me permets, Jamila, j'aimerais avoir une réaction de notre collègue du Conseil scientifique, Éric Bélisson, en tant qu'ex-doyen, et sur les parcours académiques et les problèmes des publications. Mais la première question, peut-être avant. Notre collègue est à distance, donc... il ne répond pas. Ok, pardon. Donc, allez-y.
Oui, merci Joël de me donner la parole. Oui, enfin, je ne pensais pas intervenir sur ce sujet, mais pourquoi pas. Effectivement, bah oui, on a vu une dérive au fil du temps sur l'évaluation et le recrutement des chercheurs qui est de plus en plus basé sur la quantité de publications scientifiques au détriment de la qualité. Et c'est sans doute, je dirais, une conséquence de l'utilisation de la bibliométrie qui a été largement utilisée pour recruter nos enseignants-chercheurs et nos chercheurs, qui est devenue finalement l'alpha et l'oméga du recrutement. Et donc, bon, je fais partie de ceux qui plaident et qui ont toujours plaidé d'ailleurs pour regarder les listes de publications sur la qualité des publications à travers d'abord les journaux dans lesquels les publications sont réalisées et puis aussi, je dirais, le positionnement des auteurs dans ces publications. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui a dérivé avec l'introduction aussi de scores qui ont été notamment le score SIGAPS, qui n'avait pas du tout été fait pour ça. Bon, le score SIGAPS... Peut-être, excuse-moi Eric, parce que parmi les agents de la NSM qui sont à l'écoute, je pense, en 2 mots, de dire ce qu'est le score SIGAPS, est-ce que ça apporte en matière de compensation financière auprès de nos hôpitaux? Alors d'abord, le score SIGAPS, c'est un score qui est calculé à partir de la production scientifique sur un périmètre donné. Et le périmètre, ça peut être un hôpital, ça peut être un pôle, un département, un service, et ça peut aussi être un chercheur. Et donc, score qui est calculé sur la base donc, des publications qui sont publiées sur une période donnée et qui dépend en gros de la notoriété des revues estimées sur quelque chose qui se rapproche de l'impact facteur de ces revues. Donc, les revues sont classées en rang, A, B, C, D, E. Et donc, évidemment, plus le rang de la revue est élevé, plus la publication apporte de points. Et puis, le deuxième élément, c'est le rang de l'auteur et des auteurs. Et donc, évidemment, plus l'auteur est dans un rang leader, plus la publication apporte de points. Et le problème de ce score SIGAPS, c'est qu'il avait été conçu pour permettre d'avoir une dotation des établissements hospitalo-universitaires au départ sur la base de leur production scientifique, dotation financière, et puis qu'il a aussi été utilisé, je dirais, à d'autres fins, et notamment pour l'évaluation des chercheurs. Et là, clairement, on a fait fausse route. Mais malheureusement, on est allé très loin, puisqu'il y a même une époque où certains conseillers dans nos ministères avaient défini des seuils de score SIGAPS pour pouvoir être recruté sur un poste de maître de conférence ou de professeur. Donc, on était sur quelque chose qui n'était pas du tout qualitatif, mais exclusivement quantitatif. Et donc, en fait, à partir du moment où les règles ont été définies, eh bien, tout le monde a compris comment les contourner ou comment les utiliser. Et on a eu des candidats qui étaient des spécialistes du score SIGAPS. Et on pouvait faire un très gros score SIGAPS sans pour autant avoir publié dans une très grande revue ou sans pour autant avoir publié dans des rangs leaders. Donc, on voit très bien les dérives qui en ont résulté. Donc, aujourd'hui, il faut effectivement évoluer vers une évaluation plus qualitative des publications. Ce n'est pas simple parce que les outils n'existent pas, ou en tout cas pas de façon aussi simple, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Moi, je voulais intervenir sur un autre, enfin, le sujet finalement principal de la table ronde, qui est tout à fait passionnant, qui s'appelle débat public et expertise scientifique. Et ce que je voudrais peut-être faire ressortir, c'est que le débat public, finalement, c'est une donnée relativement nouvelle. L'expertise scientifique, elle a toujours existé. Mais le débat public, c'est quelque chose qui finalement n'existait pas du tout au point où il existe aujourd'hui, dans la mesure où autrefois on avait des référents qui étaient détenteurs du savoir et donc du pouvoir. Ces référents, c'était les représentants des institutions, c'était les scientifiques, c'était les enseignants, c'était les médecins, c'était le clergé. Bref, tout un tas de corps qui avaient le savoir et donc le pouvoir, et qui étaient finalement dans une communication très descendante, qui était en plus relayée par des médias qui étaient peu nombreux et qui étaient proches du pouvoir politique. Donc finalement,
tout se passait bien, entre guillemets. Il y avait une pensée unique qui était descendante. Et ce qu'on observe aujourd'hui avec la perte d'influence de la crédibilité des scientifiques, en fait, cette perte d'influence, elle est parallèle finalement à la perte d'influence de tous les pouvoirs qui avaient structuré notre société après la Seconde Guerre mondiale. Et on a eu un remplacement progressif par une expression finalement beaucoup plus libre, beaucoup plus large, qui conduit à une démocratie beaucoup plus participative. Alors le problème, c'est qu'en fait, on a une grande médiatisation actuellement. Et cette grande médiatisation, c'est une conséquence, elle permet une expression très très large et de toutes les positions. Et finalement, toutes les positions sont présentées de la même manière. Position dogmatique, l'obscurantisme, les biais aussi qui sont induits par le clientélisme, par tous les conflits d'intérêts. Et tout ça, finalement, est présenté sans aucune perspective. Tout est mis au même niveau. Et finalement, dans notre discussion, il y a d'un côté des émetteurs, de l'autre côté des récepteurs. Et on a beaucoup discuté là ce matin des émetteurs. Et il y a eu un gros travail qui a été fait par les émetteurs. Et je pense que les émetteurs ont beaucoup gagné en crédibilité, notamment on a parlé de la transparence, on a parlé du débat. Tout ça, ça a vraiment, je pense, crédibilisé les émetteurs. Le problème aujourd'hui qu'on ne traite pas, ce sont les récepteurs. Les récepteurs, ils ne sont pas du tout en mesure de critiquer de façon très pertinente le discours, de l'analyser. Et donc moi, je pense que au-delà de tout ce qui a été dit, auquel je souscris sans aucune réserve, il y a aussi un énorme travail à faire d'éducation. Mais c'est l'école, c'est le collège sur lequel il faut aujourd'hui reformer nos étudiants aux humanités, à l'analyse scientifique, à l'analyse critique. C'est comme ça aussi qu'on va pouvoir faire bouger les lignes. Parce qu'on peut élaborer tout ce qu'on veut en termes de messages. Si en face, les personnes auxquelles on s'adresse ne sont pas en capacité de critiquer ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas, ce qui est crédible, ce qui ne l'est pas, je pense qu'on fait, enfin, en tout cas, on ne traite que la moitié de la question. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire pour alimenter la discussion et prendre finalement en considération, je dirais, le côté récepteur. Les récepteurs sont nombreux. Jérémy, on va peut-être vous donner la parole. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que c'était un débat public, donc forcément, je me suis mis en route. Moi, je suis très intéressé par ces questions de débat public et notamment, en fait, comment est-ce que des controverses comme celle autour des vaccins émergent dans les médias. Et moi, j'ai un problème. Et j'ai un problème qui est qu'en fait, on raisonne beaucoup entre avant et aujourd'hui. Et en fait, le problème, c'est quand l'avant et est-ce que c'était vraiment comme ça avant? En fait, j'ai l'impression qu'on est pris dans le schéma des 30 Glorieuses. C'est-à-dire qu'en gros, le moment où on n'a pas les débats autour des thématiques de santé, où finalement, en gros, on a le respect de la parole des sachants, il me semble en fait que c'est un monde particulier au sein d'une période particulière. Et ce monde, c'est le monde des médias d'information générale dans les 30 Glorieuses, qui est un moment où, en fait, d'ailleurs, qui correspond à l'explosion du marché médiatique. Bon, ça a été très bien étudié par un sociologue, Dominique Marchetti. Explosion du marché médiatique où en fait les médias commencent à avoir un rôle très important dans la structuration de ce dont on parle dans le quotidien et des débats et de comment est-ce que certains sujets arrivent dans la sphère politique ou pas. Mais ça, c'était beaucoup moins le cas avant la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment spécifique à ce moment-là. Et une deuxième spécificité à cette période qui est que c'est une période dans laquelle les médias s'intéressent pas aux questions scientifiques et surtout pas aux questions médicales. Ils s'y intéressent pas du tout. Il n'y a pas de service dédié. Vous avez à peine 1 ou 2 médias qui vont avoir des journalistes spécialisés, mais qui ont un rang d'ailleurs très bas dans la hiérarchie du journal, confinés à des pages ou à des pages sciences qui sont généralement toutes petites. Et c'est en plus un journalisme spécifique qui est vraiment la voix de son maître, dans lequel en fait le rôle du journaliste c'est de donner la parole généralement au grand professeur de médecine qui généralement est un homme, qui va présenter la nouvelle innovation, etc. Regardez, on a fait la transplantation de la main, du cœur, etc. Ok, et donc ça c'est le schéma de référence que l'on a. Et en fait à partir de ce schéma on associe en gros le public aux médias. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas de débat dans les médias, ça veut dire que le public ne se posait pas, faisait confiance à la parole scientifique. Je suis pas sûr que ce soit le cas. Hein. Si vous regardez, par exemple, la progression de la couverture vaccinale, des couvertures vaccinales en général,
entre les années 50 et les années 70, vous avez certes une progression. Par contre, elle est relativement faible. Je veux dire, le moment où on commence à avoir réellement autour de 90% de couverture vaccinale, c'est dans les années 80. Et encore, par exemple, vous prenez la vaccination contre la rougeole, c'est au cours des années 80 que ça produit, donc que ça progresse réellement jusqu'à atteindre autour de 90%, et c'est loin. Et donc, en fait, j'ai ce premier problème. Et le deuxième problème que j'ai, c'est on ne sait pas bien ce qu'il en était, en gros, des débats autour de la santé et des débats autour des technologies avant la Seconde Guerre mondiale. Quelle est la place des médias dedans? Moi, il y a les travaux d'un historien des sciences, dont évidemment je viens d'oublier son nom alors que je l'avais il y a 10 minutes, qui s'intéresse notamment aux controverses qui émergent autour à la fois des produits de sécurité de l'environnement et de la santé au 19e siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en exploitant genre, des archives très spécifiques d'un média, etc., en fait, on a les mêmes débats au 19e siècle. On a les mêmes débats au 19e siècle. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'on a. Donc, ça suggère qu'on a les mêmes débats au 19e siècle. Donc, moi, spontanément, je vais dire, OK, alors dans ces cas, est-ce que ça veut dire qu'on a le moment spécifique des Trente Glorieuses et on continue tous à nous référer à ce moment un peu idéalisé dans lequel, en fait, les gens faisaient absolument confiance à la science, on ne discutait pas. Moi, je questionne ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est les médias ou est-ce que c'est le public? Moi, je pense qu'on a de bonnes raisons de penser que il y a, dans la tradition française, dans laquelle on a relativement peu fait confiance aux acteurs politiques et aux élites décisionnelles depuis très longtemps, pourquoi est-ce que dans cette période-là, on aurait fait confiance un peu aveuglement à tous ces décideurs? Ce qui m'amène à mon dernier point, et j'interviens là-dessus. Pourquoi être anglo? C'est aussi un moment où vous avez une grande croissance, et le moment où, en fait, quand vous commencez à faire des études, ça vous garantissait des débouchés professionnels très intéressants. Vous avez évoqué l'importance de l'éducation. Je pense évidemment c'est important. De toute façon, je suis fils de prof, donc de toute façon, je veux dire, l'avenir du monde va passer par l'enseignement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'enseignement, c'est pas par là que, enfin, comment dire, ça ne garantit pas des débouchés professionnels intéressants, et on a un désenchantement global vis-à-vis, en gros, du rôle de l'école et des universités dans la société, parce qu'on a eu 2 voire 3 générations de personnes à qui on a promis, si vous travaillez bien à l'école, si vous avez des bons diplômes, vous allez avoir un bon boulot. Ben, ce n'est pas le cas. Et justement, en fait, ce que l'on voit notamment la défiance vis-à-vis des personnels politiques depuis notamment 2012, elle progresse aussi principalement chez les personnes qui ont fait des études avancées, qui viennent de milieux populaires, qui ont fait des études avancées et qui se retrouvent avec qui se retrouvent confrontés à la fois à la précarité et à cette faiblesse-là. Donc, en fait, mon appel là, c'est si on veut réfléchir au rôle de l'école dans la confiance dans les institutions, notamment scientifiques, il faut aussi réfléchir, alors ça fait un peu sociologue de base qui veut dire qu'il faut réfléchir à la société dans son ensemble, mais il faut aussi réfléchir à la place de l'école dans les inégalités sociales et les trajectoires sociales. Parce que vous aurez beau faire de la formation, tout ce que vous voulez, la question, c'est pas une question de est-ce que les gens comprennent le principe de la vaccination, et est-ce que en gros ils vont faire confiance à ce système-là. Est-ce que justement, je pourrais en profiter pour revenir à la fois sur une question qui était restée en suspens dans le chat et qui rejoint peut-être le débat actuel. C'est pour vous, Jérémy, oui. En fait, vous avez souligné qu'une partie de la défiance pouvait être liée aux controverses entre scientifiques. Voire entre, donc, on peut imaginer entre médecins, hein, voilà, mais ça peut être, et notamment autour de la vaccination, on voit qu'il y a des personnels de santé qui refusent aussi de se vacciner. Est-ce que justement là, on n'est pas dans un cas contradictoire quelque part, des personnes éduquées, qui ont des connaissances scientifiques, médicales, cliniques? Est-ce qu'on a des études sociologiques qui se seraient intéressées à cette sous-population, si je puis dire en termes de nombre en tout cas, hein, bien sûr, et est-ce qu'on saurait ce qui peut motiver leur défiance vis-à-vis de la vaccination, entre autres? Alors, ça fait vraiment, je vais beaucoup parler, mais il faudra vite donner la parole à quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup d'études sur l'hésitation vaccinale chez les professionnels de santé, notamment en France. On voit aux travaux de Pierre Verger, mais aussi Judith Muller. Le projet dans lequel on est, où il y a Pierre Verger, il y a un axe entier sur les rapports au vaccin des professionnels de santé. Donc, c'est relativement bien documenté. Ce que l'on sait, c'est qu'en fait, les médecins, notamment les médecins généralistes, on a tendance à faire une séparation entre vous avez le public d'un côté et vous avez les experts de l'autre, et on met les médecins généralistes dedans, même les médecins spécialistes dedans. En fait, quand on fait des entretiens avec lorsque vous observez les pratiques et lorsque vous faites des entretiens avec médecins généralistes, mais aussi médecins spécialistes,
très souvent, en fait, vous avez des modes comment dire, de collecte de l'information qui sont relativement similaires. Vous avez des médecins qui découvrent que les vaccins ont des adjuvants en discutant avec le patient qui dit oui, mais vous l'avez mis dans le vaccin, et le médecin dit mais jamais de la vie. Il dit bah, regardez sur la boîte, et il découvre à ce moment-là. Bon, alors, depuis, ils ont découvert. Donc en fait, on a des dynamiques qui sont similaires, notamment les dynamiques de questions de confiance dans en gros les autorités régulatrices. On les a aussi avec les médecins, et voilà, on le voit dans tous les sens. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est clair. Et sur la question des controverses, voilà, la question est-ce que les médecins sont des scientifiques? Bah, en fait, si on définit scientifique, alors moi je viens vraiment de la sociologie des sciences, donc en fait, scientifique, on le définit comme un domaine d'activité. Et c'est un domaine d'activité centré sur la production de savoir, et en fait, c'est la recherche. La plupart des médecins n'ont jamais fait de recherche. Bon. Est-ce que ce sont des scientifiques? C'est des scientifiques au sens, comment dire, culturel qu'on donne à ce terme, c'est-à-dire vous avez les filières littéraires, vous avez les filières scientifiques, alors après vous dites sciences économiques et sociales, mais bon, lorsque vous demandez aux gens les sciences économiques et sociales, c'est pas des sciences. Et donc en fait, les médecins sont des scientifiques, bah, au sens où ils ont étudié la biologie et la physique, mais les modes d'enseignement sont des modes d'enseignement particulièrement ascientifiques, c'est-à-dire que, mais comme dans la plupart des formations, c'est-à-dire vous avez professeur en chaire enfin pas en chaire, enfin avec un E à la fin, qui déverse du savoir non discuté avec peu d'incertitudes, etc. Alors, spécificité quand même, c'est qu'avec les spécialisations, généralement vous avez les pratiques, donc la question de l'incertitude, elle arrive là, mais elle est principalement d'ailleurs traitée à partir de la question de la clinique, plutôt qu'avec les parties de la question de la publication. Alors, vous avez de la sensibilisation à la publication parce que, bon, c'est bien si vous tirez un article scientifique de votre thèse de médecine, mais finalement, en fait, bon. Donc, résultat, voilà, cette frontière-là, elle est très, très floue lorsqu'il s'agit de ça, et on le voit sur plein d'enjeux autour de l'evidence-based medicine. Je pense que M. Delfassi voudrait réagir. Juste avant, Jean-François, je voulais dire un petit mot à Jérémy, c'est de dire que il y a quand même un progrès dans la formation des étudiants en médecine, c'est la lecture critique d'articles. J'y ai beaucoup œuvré et je pense que c'est très important. Et pendant le Covid, je disais ça tout à l'heure à Jean-François, les étudiants m'envoyaient des SMS parce qu'ils réagissaient à tout ce qui était publié en fonction des connaissances qu'ils avaient eues au cours de la fameuse LCA et s'étonnaient de certaines réactions de collègues. D'abord, Jérémy, tu vas être d'accord que les sciences humaines et sociales, ce sont des sciences. Alors moi, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est sûr. Et enfin, il faut qu'on le dise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les sciences dures. Les sciences humaines et sociales sont fondamentales, on l'a bien vu en situation de crise, et on le voit bien dans les grands enjeux de sociétaux qui sont devant nous. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et c'est une chose que tu as dit tout à l'heure, mais je le répète, la confiance dans les scientifiques et dans les médecins, elle est somme toute assez constante. Et elle est, on est tous un peu, après le Covid, en disant on a été bousculés, etc. Sauf que quand on regarde les chiffres, eh bien, ça n'a pas bougé. Donc, ne partons pas de l'idée générale qu'il y a un défaut de confiance dans le corps médical ou dans le corps scientifique. Il est interpellé, et c'est très bien, mais la confiance reste. On est à un niveau de confiance de la part des citoyens qui est très largement supérieur à celui vis-à-vis des politiques, bien sûr, mais aussi vis-à-vis de la presse, par exemple. Hein. On est très largement au-dessus. Le troisième élément, et je te l'évoquais tout à l'heure, on était avec Hervé à une réunion organisée par la NRS-MIE il y a 3 jours sur les aspects de communication de crise. Ce qui m'a frappé, moi, c'est 2 études qui ont montré où les Français construisaient leur vision vis-à-vis du modèle de la santé. Et on est tous, là, depuis 2-3 ans, en train de se dire, en particulier que chez les jeunes, ils construisent ce modèle sur les réseaux sociaux. C'est faux. C'est faux. Il y a 2 très bonnes études. Et il y a une étude anglaise qui va... Parce que du coup, j'ai fouillé ça là, depuis 3 jours, parce que j'étais tellement interpellé. C'est faux. La majorité de la construction de la vision des Français vis-à-vis de la santé, elle se construit dans les médias traditionnels.
Hein, ce qui est pas évident quand même à entendre. Hein, c'est pas l'ambiance actuelle où tout le monde on est persuadé que c'est en train de se jouer sur les réseaux sociaux. Et quand on interroge, évidemment, c'est plus marqué chez les gens de passer 60 ans, mais ça reste vrai également chez les sujets jeunes. C'est-à-dire qu'on est resté dans un modèle traditionnel. Ils papillonnent sur les réseaux sociaux, ils vont chercher autre chose sur les réseaux sociaux, mais quand on regarde sur les trucs de santé, c'est en train de se construire sur les médias traditionnels. Et enfin, dernier point. Sur les médias traditionnels, moi, j'ai un regard extrêmement critique sur ce qui s'est passé pendant la crise vis-à-vis de certains médias. Je l'ai écrit, je le redis, mais je vous fais partager ma critique. Sur la première période, au moment de la crise de mars-avril, les choses ont été, je dirais, tout le monde était en sidération, les médias ont fait leur rôle, etc. Et puis on a vu à partir voilà, du premier déconfinement, qui pourtant s'était réalisé dans d'excellentes conditions, on a vu toute une chaîne avec CNews et l'Empire Bolloré qui en a fait un outil politique. Hein, il faut appeler un chat un chat. Et qui a construit autour de ça, non pas de l'information, mais au contraire de la disputation, hein, et d'en faire à la fois un outil politique et un outil qui n'était pas que politique, parce que ça le a rapporté, et donc les spots télé, les spots de publicité ont marché. Et puis on a bien vu comment d'ailleurs c'est en train de continuer sur bien d'autres sujets actuellement. Donc il faut le dire, et d'autres médias qui par contre étaient inattendus, mais qui se sont beaucoup amélioré pendant la crise Covid. Par exemple, je citais aussi le Parisien libéré, hein, qui est un journal qui est probablement plus important quand on veut faire passer des messages que de les faire passer dans le monde, hein, parce qu'il est lu par plus de personnes, entre guillemets. Eh bien, les 3 ou 4 jeunes femmes qui sont lancées dans la santé au Parisien libéré l'ont fait avec une très grande qualité, très, très grande qualité. Donc, on a en face de nous ce partenaire qui sont les médias traditionnels qui continuent à jouer un rôle important et où il faut savoir que, comme toujours dans les médias, eh bien, il y a souvent des enjeux politiques qui sont derrière. Et il ne faut pas l'ignorer. Hein. Il ne faut pas jouer, on n'est pas dans le pays des bébés nounours. Hein. On est dans un pays qui est comme les autres, avec des enjeux politiques qui sont majeurs. Hein. Oui. Merci. Oui, très vite sur deux, trois points sur la relation médecin-malade qui est toujours au cœur de ces enjeux, ce colloque singulier dont tout le monde parle ou a parlé, peut-être on n'en parle plus assez. Simplement rappeler que du côté du malade, du côté que nous sommes tous, hélas, un jour ou l'autre, il y a une attente très forte à la fois de rencontrer une femme, un homme qui a une démarche clinique, bien entendu, mais aussi une démarche scientifique et en même temps, vous le disiez parfaitement, une démarche humaine, sciences humaines très forte. Et quand on discute avec les malades, ce qui nous arrive encore une fois quotidiennement, on est moins sur les aspects scientifiques que sur les aspects relationnels d'une certaine manière. Je ne me sens pas entendu. La question du traitement, des examens cliniques, paracliniques, complémentaires, elle est presque secondaire. Et ça, c'est plutôt intéressant à observer parce que je crois qu'en l'espèce, avec le métier, la profession ou l'art d'exercer la médecine, eh bien, on est sur quelque chose d'assez particulier. C'est assez unique d'avoir besoin de cette démarche scientifique, clinique, et en même temps, cet enjeu très fort d'entendre, de comprendre et d'expliquer à l'autre. Et puis, un tout petit mot sur la question de la démocratie participative. Moi, je suis plutôt optimiste. Vous le disiez tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression que les choses ont changé. En créant une toute petite association il y a 20 ans, je n'imaginais pas un jour prendre la parole à l'ANSM parce que je ne connaissais même pas l'existence de l'ANSM en réalité. Et je crois qu'il y a de la place aujourd'hui pour la parole du citoyen réellement. Et je vois Jean-Pierre Thierry de France Asso Santé. France Asso Santé est une association qui est dans un très grand nombre d'instances et qui pèse réellement. Cet après-midi, on devait être avec France Asso Santé au ministère de la Santé pour parler pénurie de médicaments. Et évidemment, c'est annulé. Mais ça, mauvais exemple, me direz-vous, mais exemple quand même. Enfin voilà, nous sommes dans ces sujets-là. Et puis un dernier mot sur l'éducation, parce que c'est mon métier depuis 20 ans aussi, d'accompagner de jeunes collégiens, de jeunes lycéens sur la maîtrise de l'information. Les enjeux sont colossaux, évidemment sont colossaux. Vous évoquez une perte de vitesse de nombreuses professions et c'est très juste. Mais en réalité, alors moi j'ai une vision extrêmement critique du système. Est-il bien utile aujourd'hui à un élève de 6e d'enseigner
avec de nombreux détails les guerres puniennes et macédoniennes, avant même de s'intéresser à la citoyenneté et à ce qui va fonder la citoyenneté de nos enfants de demain. Évidemment, la réponse est dans la question. Et quand on demande à la question de la maîtrise de l'information, dans le programme aujourd'hui, dans les programmes, elle appartient à tout le monde. Autrement dit, elle n'appartient à personne. L'éducation à la santé, dans les programmes, ça appartient à tout le monde. Autrement dit, ça appartient aussi à personne. Et chacun s'en saisit. Il y a longtemps maintenant, j'ai été infirmier urgentiste et cadre de santé. Et les questions de santé m'intéressent parce que quand je suis prof, ça m'intéresse. Mais je ne suis pas obligé de le faire. Je suis pas obligé de le faire. Tout ça pour dire que tant qu'on n'institutionnalise pas les choses, tant qu'on n'organise pas les choses, tant qu'on n'a pas une vision politique, une vision de ce qu'on veut demain de nos citoyens, eh ben on va rester avec des petites touches de briques de broc, avec des programmes qui sont faits, pardonnez-moi, par des inspecteurs généraux qui sont des gens plutôt âgés, qui parfois n'ont jamais vu un gamin de 12 à 15 à 16 ans et qui vont penser à la place d'eux. C'est comme le citoyen, c'est comme l'usager, c'est penser à la place d'eux. C'est peut-être parfois ça marche, mais parfois on passe à côté. Merci. Jamila, tu redonnes l'ordre de passation de la parole. Donc c'est Madame Ballet. Non, excusez-moi. Enchantée. Madame la présidente du conseil d'administration. Félicitations. C'est moi. Madame Valérie Delahaye. Une annonce. Oui, non, désolée. Donc, c'est Madame la présidente du conseil d'administration. Voilà. Madame Delahaye, Valérie Delahaye. Je suis partie entre Valérie, Vallée. Voilà. Bon, et après, il y a. Et puis après, il y a Monsieur Vallée. Monsieur Vallée, voilà. Et puis, on a encore Monsieur Francis Dessinger qui est en ligne. D'accord. François, pardon, et qui voudrait aussi intervenir. Et puis, on aimerait aussi entendre les rapporteurs. Donc, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je me permets de vous demander à vos interventions qu'elles soient courtes. Pugnaces, mais courtes. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous pour la qualité des présentations et des échanges, parce que je pense qu'effectivement, c'est vraiment précieux effectivement pour l'agence, pour même le conseil d'administration. Enfin, je pense qu'on aura peut-être dans les prochaines semaines l'occasion d'y revenir, parce qu'on est au cœur d'une question majeure qui est au cœur des missions de l'ANSM, comme d'autres agences de sécurité sanitaire. Je pense que, beaucoup l'ont dit, tous les progrès qui ont été faits en matière de transparence, effectivement, il y a quand même des choses qui ont été faites du côté de l'émetteur. Et beaucoup d'entre vous ont souligné le sujet récepteur. Ce que je vais dire peut-être est pas évidemment scientifiquement étayé, avec beaucoup d'humilité, c'est peut-être la réflexion d'un citoyen. Moi, je suis frappée par quelque chose qui est en fait la défiance aujourd'hui dans nos sociétés des corps intermédiaires, quels qu'ils soient. Et tout à l'heure, le professeur Bélisson évoquait sur une très longue période l'évolution, finalement la perte de pouvoir, peut-être de certains corps intermédiaires, des sociétés savantes. Après, Jérémy Howard a parlé de la place des médias. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une société qui est de plus en plus atomisée. Alors, j'avais pas en tête ce que le professeur Delfrécy a cité sur certaines études qui peut-être viennent contrecarrer certaines idées reçues que j'avais sur justement la place des réseaux sociaux, la place d'Internet, où aujourd'hui, on est dans des sociétés où les gens ont quand même l'impression qu'ils savent mieux que n'importe qui. C'est-à-dire que je suis sur Internet et je sais aussi bien que n'importe quel sachant dans n'importe quel domaine, et ma voix vaut celle des autres. Je pense que cette tendance-là, je ne sais pas si c'est documenté par les sciences ou non, mais c'est quelque chose qui est inquiétant parce qu'il y a une défiance vis-à-vis des corps intermédiaires. Il y a une défiance vis-à-vis, tout à l'heure on a parlé la démocratie représentative est elle-même en danger. Moi j'étais frappée hier d'entendre Madame Panot qui parlait de la voix du peuple et qui même mettait en cause la représentation nationale. Donc il y a la démocratie représentative, la démocratie sociale, la démocratie effectivement sanitaire par la place évidemment accordée aux usagers. Tout ça est remis en cause. Et donc dans le sujet de quel message pour aller cibler les gens, il y a quand même un sujet sur est-ce qu'on accepte que justement des structures intermédiaires sont un petit peu le lieu de la médiation. Et même pour revenir sur un point que vous avez cité effectivement sur la loi fin de vie, puisque avec ma casquette Conseil d'État, j'ai été évidemment sur les travaux préparatoires à ce projet de loi. La façon dont effectivement la Convention citoyenne a été organisée était remarquable et a apporté vraiment des choses, mais elle était encadrée. Il y avait effectivement derrière un travail du CESE, mais qui est précieux. Et cette notion de
de corps intermédiaires qui peuvent permettre de médiatiser, d'apporter l'information pour passer des experts, des scientifiques, etc., vers le citoyen en évitant de se retrouver dans un B2B, le sachant, et puis le citoyen qui ira dire « mais moi je sais mieux que tout le monde », je pense qu'il faut vraiment préserver les choses. Et pour revenir peut-être à l'agence, c'est vrai que c'est fondamental, à mon avis, qu'effectivement on entretienne, on valorise tout ce travail qui a déjà été fait et qui se consolide, des groupes de travail, du travail avec l'ensemble des parties prenantes, de valoriser aussi la place des associations, notamment associations d'usagers, qui sont des structures qui permettent aussi de canaliser les choses. Mais je ne sais pas si pour autant ça réglera le problème de cette défiance qui est quand même assez majeur et qui dépasse le cercle dans lequel nous discutons aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Delahaye. Monsieur Vallée. Oui, donc très complémentaire à ce que vient de dire Valérie sur la question de la défiance. Et si on place le rôle qui au fond pourrait être le nôtre, c'est de cultiver la séparation des pouvoirs. Hein. Une grosse question posée par la non-séparation des pouvoirs, c'est celle effectivement de mélanger l'économie, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé, la pression de l'économie et ce qui est présenté parfois comme des entraves à l'économie, le pouvoir politique et d'autres comme le pouvoir juridique, le pouvoir scientifique, au fond, qui en est un également. Cette séparation des pouvoirs est très importante, même s'il doit y avoir des éléments d'échange favorisés par le débat et par un certain nombre de choses qu'on a déjà racontées. Je veux juste rappeler ici que c'est la pression économique qui donne l'affaire du sang contaminé, c'est la pression économique qui donne l'affaire du chlordécone, et on pourra en citer comme ça de très nombreuses. Il y a une exigence de la sphère économique qui est absolument gigantesque, et elle peut écraser l'humain, et elle peut écraser les environnements, donc faisons très attention. Donc, je pense qu'un des rôles que nous pouvons avoir, agence sanitaire, organisation du domaine public, c'est de savoir à la fois respecter les étapes intermédiaires et les décisionnaires qui doivent intervenir dans ces éléments-là, et donc la séparation des pouvoirs. Deuxième élément très important où nous avons un rôle à jouer, et Jean-François Delfraissy pourrait probablement en parler beaucoup mieux que moi, c'est la question du doute. On ne peut pas penser que le doute engendre la défiance. C'est probablement exactement l'inverse. Sauf que, très souvent, parce que le doute est présent, la parole publique devient excessivement assurante, en se disant, au fond, si je laisse planer le doute, alors c'est moi qui vais être mis en discussion. Ce point est aussi très important. Et c'est la volonté à ce moment-là de dissimuler et d'aggraver finalement des situations. Or, le doute, c'est le cœur même de l'éthique, le doute est susceptible de faire accepter une parole scientifique quand elle se présente avec les éléments d'incertitude qui vont avec. Parce que ces médecins que nous avons vus, dont certains sont scientifiques, d'autres pas, présents sur les plateaux lors de la crise Covid, il fallait bien finalement faire marcher l'usine à médias continus. Ces médecins se présentaient souvent en absence de doute et se contredisaient les uns les autres avec en réalité, pour un certain nombre d'éléments sous-jacents, simplement des incertitudes qui étaient présentes. Et donc, plutôt que d'annoncer les incertitudes dans ce moment-là, c'était plutôt les affirmations et les surenchères qui étaient présentes. Donc, la capacité à présenter le doute, la qualité scientifique qui va avec et l'acceptabilité de cette incertitude doivent être au premier chef de nos préoccupations. C'est pour ça que les sciences humaines et sociales sont tellement utiles. C'est qu'elles permettent d'accompagner l'acceptabilité d'un certain nombre d'éléments de risques, de dangers sanitaires et donc de mise en balance de l'intérêt sanitaire versus l'intérêt économique. Jean-François se souvient que pendant la crise Ebola, dans les pays sud-sahariens, la question de fond, c'était comment faire accepter le principe des équipements de protection intégrale, le principe de ne pas avoir de rites funéraires tels qu'ils se présentaient avant aux populations concernées, qui voyaient d'ailleurs Ebola comme une menace occidentale et pas nécessairement comme une menace sanitaire. Et sans les sciences humaines et sociales et la compréhension de ce qui étaient les écosystèmes, la sociologie, c'était impossible de faire accepter un certain nombre de mesures d'ordre sanitaire. À l'ANSES, nous avons une direction des sciences sociales et économie de la santé
pour lesquels les sollicitations qui sont faites à des experts, c'est de nous aider à faire comprendre, à faire admettre ou à accompagner un certain nombre d'éléments de sécurité sanitaire que l'agence présente par ailleurs. Ça peut être un produit biocide versus son utilité dans la société. Ça peut être le rôle des radiofréquences et l'inquiétude que ça représente et comment en accepter les éléments d'incertitude qui vont avec et la nécessité de continuer à progresser en matière de recherche, etc. Voilà, donc ces éléments-là, à mon avis, sont des éléments d'accompagnement du doute et un rôle pour nous qui est tout à fait essentiel. Merci beaucoup. On a un collègue en ligne qui attend depuis un petit moment. C'est notre collègue François Essinger avec toutes nos excuses. Aucun Donc, problème, Jamila. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Bien, et pardon pour le retard. Non, mais il n'y a aucun la problème. Voilà. Donc, j'ai vu que M. Vallée a décrit une complexité liée à la territorialisation de la régulation entre l'Europe et la France. Il y a de très nombreuses études qui montrent que la proximité perçue, subjective, cette proximité entre les parties prenantes et les décideurs impacte très fortement la confiance. D'ailleurs, peut-être que la confiance envers les associations de patients est en partie véhiculée par cette proximité perçue. Donc, la question que je pose, mais qui est en même temps un commentaire, c'est faut-il tenir compte de cet élément pour demander de valider des régulations qui auraient été prises à un niveau jugé lointain comme l'Europe par des échelons plus proches? Faut-il des relais de type corps intermédiaire? En tout cas, il y a une chose qui est certaine en ce qui concerne la confiance, c'est que les personnes déclarent une confiance élevée envers les médecins, plus importante envers leurs médecins. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui a en partie manqué dans les débats, c'est la place des émotions, à la fois dans la prise de décision et dans la construction de la confiance. Et donc, certes, je suis tout à fait d'accord sur l'importance de l'éducation, mais il ne faut pas négliger cet élément absolument déterminant à la fois des décisions et de notre réaction aux décisions, que sont les émotions et en particulier la peur. Merci François. Parce que là, il va falloir, on a un problème de temps. On écoute nos deux rapporteurs, on est d'accord? De façon brève, dans l'ordre que vous voulez, Fred et Patrick. Alors Fred, je rappelle, qui est notre collègue suisse et qui est prof de santé publique et membre du conseil scientifique, et Patrick, qui lui est sociologue, je ne sais plus, je fatigue moi-même, Sciences Po, entre autres. Ok, je vais dire quelques mots qui sont entendus par moi, et ensuite je passerai la parole à Patrick. En fait, il me semble que parmi les différents points qu'on a abordés, je vais juste donner 4 ou 5 d'entre eux qui m'ont frappé. La première, d'élever le ton. Donc, présenter 2 ou 3 problèmes qui m'ont paru à la fois originaux et pertinents. Le premier, c'est de rappeler un certain nombre d'aspects techniques des soins, et en particulier des épidémies. Strictement d'un point de vue épidémiologique, une épidémie, c'est l'augmentation brusque de l'incidence d'une maladie. Et pour cela, il nous manque pas passablement d'instruments pour diagnostiquer l'épidémie. On a parlé tout à l'heure de l'excès de mortalité. Il y a pas mal d'améliorations qui sont en cours pour établir, par exemple, la référence de base en termes de mortalité, de façon à pouvoir calculer un excès de mortalité. De même, on s'intéresse dans beaucoup d'endroits pour reconnaître des marqueurs précoces des épidémies, ce qui serait une avancée très, très importante dans la gestion des épidémies. Comme ces indicateurs marquent, ces indicateurs ne permettent pas des diagnostics immédiats de l'épidémie,
l'épidémie est toujours accompagnée d'une grosse part d'incertitude. Et c'est un point, je pense, très, très important, de même que, comme point important au début des épidémies, c'est d'être d'accord sur l'efficacité des interventions. Et en fait, une des choses qui a été peu sollicitée, je pense, durant ces dernières années à propos du Covid, c'est le développement de techniques d'évaluation extemporanées, au fond, durant le déroulement de l'épidémie. Un autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est tout le débat qu'il y a eu sur les publications. Et je pense que là-dedans, il y a une grosse évolution, comme ça a été dit, des éditeurs. Les éditeurs en sciences, ils ont réussi à s'infiltrer ou se mettre dans l'économie de la promotion académique. Et c'est pour ça que, comme il a été dit, et comme chacun sait, on dépend beaucoup du nombre de papiers publiés. Et fatalement, évidemment, dans ces papiers-là, une immense majorité n'est pas lue, ou n'est lue par personne, sauf par le chercheur et sa maman, peut-être. Sinon, le bilan, je pense, de consommation et de message de ces conditions est encore assez faible. Pour terminer, je pense que ce que je voulais dire, c'est que ça fait partie du métier de médecin, probablement, c'est qu'on rêve tous d'une science qui soit pure et qui soit isolée de contraintes trop prégnantes sur la décision que l'on prend. Je voudrais citer, pour finir, en fait, quelqu'un qui a traduit ça, c'est un éditorialiste du BMJ qui disait il n'y a pas si longtemps qu'il s'agissait surtout de se comporter avec les communicants en santé, comme on se comporte avec les médecins, c'est-à-dire en imposant en fait un serment d'Hippocrate. Et si on pouvait demander ou faire admettre aux chercheurs, en particulier aux ceux qui donnent une communication, qu'ils sont responsables de leurs mots et qu'il faut absolument une éthique de la communication qui préserve les auditeurs de propositions burlesques, plus ou moins, et de façon à améliorer ce que mon professeur disait, c'est améliorer les conditions d'énonciation de la vérité autour le problème autour duquel tourne le débat sur l'incertitude des épidémies. Je passe la parole. Merci Fred. Patrick? Alors, moi, juste quelques remarques et peut-être questions même pour plus tard, parce que je n'aurai peut-être pas le temps d'y répondre, mais moi, ce que j'ai été frappé, c'est la question de la temporalité, parce qu'on a beaucoup été finalement sur... enfin, à la fois, il y avait le temps long, par exemple, Jérémy nous a montré l'évolution sur le temps long, et puis après, on a voyé le court terme. Je sais, pour avoir étudié quand même des institutions de santé, j'avais fait une enquête à la NSM, j'interviewe des gens, d'anciens DGS, mais pas encore Benoît Vallée, et il y a cette temporalité de ces institutions sanitaires qui en fait sont prises dans le court terme et la gestion des crises et qui manquent de moyens du coup pour se projeter ou pour mener des évaluations, finalement d'avoir des ressources pour évaluer a posteriori des décisions prises. Est-ce qu'on a bien fait, pas bien fait? On sait que c'est très compliqué. C'est pas du tout dans un objectif de jugement, mais d'apprentissage en fait. C'est-à-dire voilà. Et donc cette gestion du court terme, long terme, elle me paraît quand même très marquante pour notre société en général. Hein. On voit qu'il y a quand même des gros nuages noirs à moyen terme, et en fait, on est de plus en plus pris dans le court terme et de la difficulté à se projeter. C'est vrai dans la science aussi. On en a parlé. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement. On a une journée, moi je suis rédacteur en chef de Sciences sociales et santé, on a une journée des revues de santé publique et on faisait tous le constat. Alors, heureusement, on publie encore des choses très valables, mais par contre qui sont intéressantes sur le court terme, parce que justement, il y a voilà. Donc, je trouve c'est une question très générale, mais qui me paraît assez fondamentale finalement de cette temporalité par rapport aux crises qui arrivent. En revanche, on a abordé la question de l'incertitude et du doute, et je me demande à la fin si finalement on a des connaissances sur comment intégrer finalement cette question de l'incertitude et du doute dans la communication. On voit que c'est un élément central et on a parlé au sein du conseil scientifique
avec notamment des autorisations de plus en plus temporaires qui s'appuient sur des données qu'on aurait jugées fragiles avant, qu'on est obligé. Enfin voilà, donc cette question reste ouverte et à mon avis est fondamentale et on l'a abordée. La question des intérêts économiques aussi, et on voit que la gestion des conflits d'intérêts, c'est une avancée, mais que c'est pas suffisant. On voit qu'il y a ça qui plane quand même pas mal dans la question. La question des collectifs. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est la question de la judiciarisation aussi, qui pose des contraintes assez importantes à la gestion justement des décisions. On l'a vu pendant le Covid, sans doute que si on a du mal à prendre des leçons, c'est parce qu'il y avait cette question tout de suite judiciaire qui est arrivée très tôt. Et en fait, pour mener des entretiens, on sait que j'ai des décideurs qui très vite n'ont plus laissé de traces parce qu'ils anticipaient presque le scandale du sang contaminé. Et du coup, c'est une perte de connaissances collectives a posteriori. Comment on a réagi dans cette difficulté-là? Un exemple, la crise des missiles de Cuba a bénéficié d'énormément d'archives. Même Kennedy a enregistré les débats. Et du coup, c'est une source de connaissances énorme de comment on prend des décisions en situation d'incertitude. Et je ne suis pas sûr qu'on soit capable de faire la même chose sur le Covid, parce qu'il y a beaucoup moins de traces, alors qu'on est à un moment de la société informatisée. Et donc ça pose quand même la question, je pense, là c'est une soumission, dans le plan pandémie qui n'a pas été activé pour le Covid, il y avait l'idée que des chercheurs en sciences sociales de toute discipline, je ne plaide pas pour la sociologie, soit finalement, c'était Didier Houssin qui l'avait mis, soit invités pour observer les cellules de crise pour en tirer des leçons. Ça n'a pas été possible, évidemment, puisque ça n'a pas été... et je pense qu'on gagnerait, mais là aussi dans le long terme, à essayer toutes les institutions de santé, d'avoir ce type de dispositif pour étudier des décisions, quitte à faire des embargos. C'est-à-dire que voilà, les résultats, c'est qu'il y a telle décision qui est très compliquée, on s'entoure d'historiens, de politistes, d'anthropologues, que sais-je, et on se dit avant 10 ans, on divulguera en fait ce qui s'est passé. Mais ça implique une fois, d'une part évidemment, de cadrer au niveau judiciaire, mais aussi justement protection aussi des chercheurs qui ne sont pas protégés comme les journalistes. C'est-à-dire qu'un juge, on a interrogé des gens, on est obligé de leur donner. Et donc ça, c'est quand même un souci. Et dernier point, je trouve qu'il faut continuer à soutenir des travaux comme ceux de Jérémy et de tous ceux qui travaillent là-dessus, parce qu'on voit encore que même, non seulement pour affiner le diagnostic sur la perte de confiance, puisque Jérémy nous montre même que dans les données, c'est pas si évident que ça. Jean-François Delfrécy a abondé finalement avec des résultats, et la perception des professionnels et des agences que finalement, il y a un accroissement de la défiance. Comment on explique cette divergence c'est pas pour dire qu'il y en a qui ont raison ou tort, mais justement, comment on explique ça? Comment on articule, et voilà, donc c'était plutôt peut-être des réflexions. Merci beaucoup, Patrick. Là, on va être obligé d'arrêter. Je voudrais remercier tous les intervenants pour la qualité de leurs propos et les débats qu'on a eus. Écoutez, moi, je vous remercie à tous et je passe la parole à Madame la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Judith, merci à tous, merci aux participants, merci aux orateurs, merci qui ont livré leur vision des sujets, merci pour la qualité des échanges. Sur le fond, effectivement, il y aurait eu encore beaucoup de choses à dire. Ce qui a été évoqué m'évoque comment on a fait démarrer les RMM dans les services en protégeant justement, en permettant de créer le cadre qui fait qu'on peut se parler des choses qui ont marché, qui ont moins marché, sans avoir peur de la sanction. On est en train de revenir en arrière dessus, et ça pose de nouveau des problèmes. Donc, en fait, c'est un sujet générique, c'est vrai, et y compris des actions de l'État, finalement, comment on peut avoir le cadre de l'analyse. C'est pas si simple. Il y a un point peut-être juste, c'est aussi quels moyens on donne à la démocratie sanitaire. Notamment, et là je parle on a parlé liens et conflits d'intérêts,
On a des exemples et je pense que Jean-Philippe Lançon voit la présidente voit où on veut en venir, c'est-à-dire effectivement comment les gens qui doivent s'exprimer, par qui sont-ils soutenus, qui y a, et on voit au quotidien dans nos comités scientifiques permanents, temporaires, qu'on a à traiter de ces sujets-là. Mais bon, donc effectivement, autant de sujets qui nous auraient occupés, je ne sais pas si c'était au bord de la mer ou pas, mais en tout cas, encore pas mal d'heures. Encore un très, très grand merci en tout cas. On attend ce livrable. On voit que c'est quelque chose, effectivement, où on sort, qui va nécessiter, c'est de la réflexion, il y a un continuum. Peut-être que le point commun est de vraiment y porter intérêt. Probablement de façon régulière pour adapter notre communication, pour adapter notre façon d'être, pour modifier nos organisations sur un lien plutôt continuel qu'un sujet, mais qu'il faut commencer par s'en emparer. Donc, bravo pour le choix du sujet. Et puis, grand merci encore une fois à vous tous d'avoir participé.